Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse au système numérique synchrone séquentiel. Alors, plus généralement, on parle de machine à état. Donc, cette machine à état, on peut la représenter par un bloc fonctionnel comme ceci, avec n entrées, m sorties, et ces m sorties, elles sont rebouclées également en entrées. Ce qui signifie que l'état des sorties à un instant t dépend à la fois des entrées et de l'état précédent des sorties. Alors, ces machines, elles peuvent se présenter sous deux formes distinctes. Soit le système est asynchrone, ce qui veut dire que dès qu'une entrée change d'état, les sorties changent d'état. Et donc tout ça, c'est absolument pas rythmé dans le temps, hein. Ça peut apparaître à n'importe quel instant, une entrée change d'état, la sortie évolue également dans le même temps. Alors comme ce sont des systèmes qui sont relativement difficiles à concevoir, ces systèmes asynchrones, on leur préfère souvent une version synchrone, avec un calcul des sorties qui est synchronisé sur un signal d'horloge. Ce signal d'horloge, on le matérialise avec un triangle ici, et un signal qui rentre donc dans notre système séquentiel. Alors souvent on l'appelle CLK, on l'appelle également horloge, CLK pour clock ou horloge. Alors il y a deux représentations classiques usuelles dans la théorie des machines séquentielles synchrones. La première représentation, c'est la machine dite de Mélie. Alors je ne vais pas m'étendre sur ces différents aspects théoriques, puisqu'on va très rapidement aller voir un aspect pratique. Simplement, pour décrire ce que l'on voit ici, on a donc une machine à état, on a parlé de machine à état. Donc notre système peut prendre différents états. À un instant t, on connaît l'état, il s'appelle état présent, et il permet de calculer les sorties du système, et on obtient ainsi les sorties. Et ces sorties, dans le cas de la machine de Mélie, dépendent également de l'état des entrées à cet instant-là. Et dans le même temps, on regarde l'évolution des entrées, on prend en compte l'état présent de la machine et on calcule quel pourra être son état futur. Et rythmé par une horloge, on vient prendre en compte cet état futur pour en faire le nouvel état de la machine que j'appelle état présent. Donc les sorties, dans ce qu'on vient de voir ici, elles évoluent de façon asynchrone parce qu'elles dépendent des entrées, et ça c'est quelque chose de totalement asynchrone. Un changement d'entrée entraîne éventuellement un changement de sortie de façon immédiate. Les sorties elles évoluent également de façon synchrone si on tient compte du fait que la mémoire d'état évolue de façon synchrone. Mais globalement, on a donc des sorties qui évoluent de façon asynchrone. Alors, une approche plus simple de ces machines à état, c'est la machine dite de Moore. Dans cette machine de Moore, on a fait disparaître le lien qui existait entre les entrées et le calcul des sorties. Ce qui signifie que maintenant, les sorties dépendent uniquement de l'état présent de la machine. Et le calcul de l'état futur se fait à partir de l'état présent et également à partir de l'état des entrées à chaque instant. Et bien sûr, de façon périodique, on vient mémoriser le calcul de l'état futur qui devient l'état présent de la machine. Alors, ce sera très clair par la suite sur un exemple concret que l'on va voir dans quelques minutes. Les avantages sur la machine de Mélie que l'on a vu précédemment, en fait c'est une conception simplifiée. Le fait que les entrées ne passent pas par là-bas, en réalité ça permet de simplifier considérablement l'étude de la machine. Et surtout ça permet d'y voir plus clair dans ce que l'on fait. Et en plus, c'est un système qui est totalement synchrone. Ici, l'évolution de la machine à état, elle se fait de façon synchrone. Et donc, on a une machine totalement synchrone. Si on veut avoir en plus une évolution des sorties qui soit vraiment simultanée, on peut ajouter une mémorisation ici, en remettant le signal d'horloge à cet endroit-là. Par contre, ça va impliquer un temps de retard au niveau de la disponibilité des sorties. Mais comme chacune des sorties sera finalement mémorisée par une mémoire, eh bien on obtiendra un changement simultané de l'ensemble des sorties. L'inconvénient par rapport à la machine de Mélie vue précédemment, c'est que éventuellement la mémoire d'état est plus importante puisque du fait de l'impossibilité de simplifier le processus par le passage des entrées directement vers les sorties, eh bien on alourdit le principe de calcul des sorties. Globalement, ça aura un impact qui sera tout à fait raisonnable compte tenu des avantages que l'on a.
Bien, on va tout de suite passer à un exemple concret. Dans cet exemple concret, on s'intéresse au fonctionnement d'un télérupteur. Le télérupteur, vous savez, c'est ce dispositif que vous avez dans un couloir. Vous appuyez sur le bouton poussoir, la lumière s'allume et reste allumée. Quelqu'un d'autre appuie sur le bouton poussoir mural, la lumière s'éteint et reste éteinte. Et donc comme ça, on a ce fonctionnement perpétuel. J'appuie sur le bouton poussoir, la lumière s'allume. Avec un nouvel appui sur le bouton poussoir, la lumière s'éteint et tout ceci se répète. Alors si on analyse un petit peu le fonctionnement de cette machine, il faut bien visualiser une chose, c'est que bon, à t égale 0, la lampe est éteinte, personne n'appuie sur le bouton poussoir. J'arrive, j'appuie sur le bouton poussoir. La lampe s'allume. Et dans ce même temps, je suis toujours appuyé sur le bouton poussoir. Il arrive un moment où je relâche le bouton poussoir et la lampe doit rester allumée. On voit bien le phénomène de mémorisation. Et puis après, quelqu'un d'autre arrive, appuie sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière. Donc il appuie, la lumière s'éteint, il est encore appuyé, la lumière est éteinte, et il relâche le bouton poussoir. Et finalement, quand on détaille tout ça, on voit apparaître en fait 4 étapes dans cette machine. Alors ces 4 étapes, je vous propose de voir comment ils interviennent ici. Donc là, j'ai représenté donc, ce qui correspond à la machine à état. L'état 0, c'est l'état initial de ma machine. Donc l'initialisation conduit à l'état 0. À l'état 0 de ma machine, je considère que la lumière est éteinte. Donc L égale 0. Et maintenant, on regarde ce qui se passe si on appuie sur le bouton poussoir. Qu'est-ce qu'il faut pour que la machine puisse changer d'état, pour que la lumière s'allume? Il faut appuyer sur le bouton poussoir. Donc ça veut dire qu'ici, la condition pour pouvoir passer de l'état 0 à l'état 1, c'est d'appuyer sur le bouton poussoir, donc d'avoir BP égale 1. Donc effectivement, si j'appuie sur le bouton poussoir, que je suis à l'état 0, je passe à l'état 1. Donc la lumière s'allume. Alors je suis appuyé sur le bouton poussoir, la lumière s'est allumée. Bon, évidemment, on ne va pas y rester indéfiniment. Appuyer sur le bouton poussoir, on relâche le bouton poussoir et la lumière doit rester allumée. Donc je relâche le bouton poussoir. Et donc ça c'est la condition pour pouvoir passer de l'état 1 à l'état 2. Et dans cet état, je vous rappelle que la lumière est toujours allumée. Bien, maintenant, on va voir ce qui se passe pour pouvoir l'éteindre. Si quelqu'un arrive et appuie à nouveau sur le bouton poussoir, c'est dans l'objectif d'éteindre la lumière. Et donc, un appui sur le bouton poussoir lorsqu'on est à l'état 2 va nous permettre de passer à l'état 3. Et dans cet état-là, la lumière va s'éteindre. Comme tout à l'heure, l'utilisateur qui appuie sur le bouton poussoir ne va pas rester indéfiniment appuyé sur le bouton poussoir. Il finit par relâcher le bouton poussoir. Et ça nous amène dans un autre état stable qui est finalement l'état initial 0 sur lequel on est retourné. Alors on aurait pu mettre des petites boucles qui finalement indiquaient ce qui se passait au niveau des différents états du système. Bien, par exemple, si on regarde ici, lorsqu'on est à l'état 0, eh bien on reste à l'état 0 finalement, tant que le bouton poussoir n'est pas appuyé. Et puis si j'appuie sur le bouton poussoir, que je suis à l'état 0, je passe à l'état 1. Et là, de la même façon, l'état 1, je vais y rester finalement tant que le bouton poussoir va être appuyé. Donc on peut imaginer une petite boucle ici, avec BP égale 1. Donc soit je suis appuyé avec le bouton poussoir et je reste à l'état 1, soit j'ai relâché le bouton poussoir et je passe de l'état 1 à l'état 2. Voilà, et tout ça, ça me permet de faire apparaître donc les conditions pour rester finalement dans les états. Bien, donc si je reste à BP égale 0 lorsque je suis à l'état 2, eh bien on reste à l'état 2. Et maintenant, si je suis à l'état 2 et que j'appuie sur BP, je passe à l'état 3. Et cet état 3, j'y reste
tant que BP est appuyé. Donc voilà, on a un petit peu complété cette machine à état, mais très souvent, en fait, ceux-là, on ne les représente pas forcément. Alors maintenant, je vous rappelle que cette machine à état, elle se représente comme ça, hein, par un bloc qui permet de faire le calcul de l'état futur, et un bloc qui permet de calculer les sorties. Au milieu, on a une simple mémoire. Le calcul de l'état futur, bon, je pense qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, hein. On l'a dit explicitement, quand je suis à l'état 0, si j'appuie sur BP1, je passe à l'état 1. Donc c'est ça le calcul de l'état futur. Quand je suis à l'état 0, je sais que l'état futur, c'est l'état 1 lorsque BP est appuyé. Sinon, l'état futur, c'est 0, on reste dans le même état. Alors j'ai représenté la machine à nouveau ici, et on va maintenant s'intéresser donc à la table d'état de notre système pour voir comment finalement évolue l'état du système. L'état, je le note grand E, ça c'est l'état présent. Donc cet état présent grand E se décompose en 2 bits, E1, E0, tout simplement parce que grand E ça va de 0 à 3, et pour coder ça en binaire on a besoin de 2 bits. Donc j'ai chaque fois donné la décomposition pour chacun des états. 0 ça donne 0, 0 au niveau de E1, E0. 1 ça donne 0, 1. 2 ça donne 1, 0. Et 3 ça donne 1, 1. On s'est contenté de faire le codage en binaire. Donc lorsque je suis à l'état 0, ici, que je n'appuie pas sur le bouton poussoir, eh bien je reste à l'état 0. Donc l'état futur c'est 0. L'état qui sera mémorisé au moment où le front montant d'horloge apparaîtra sur la machine à état, ce sera l'état 0. Je vais donc rester dans le même état. Bien alors maintenant, on va voir les différents cas de figure qui se présentent. Toujours état 0 de la machine. Et je suis à l'état 0, et maintenant j'appuie sur BP1. L'état futur, c'est celui où on passe à l'état 1. Donc c'est 1. Alors entre parenthèses, ça donne 0,1 pour le codage, et là-bas ça donnait 0,0 pour le codage. Donc là on a vu donc un élément de plus dans la table d'état. Ensuite, je suis à l'état 1. Et là, deux possibilités. Soit je quitte l'état 1 pour aller vers l'état 2, soit je reste à l'état 1. Donc si BP est égal à 1, finalement on est resté appuyé, on va donc rester à l'état 1. C'est ce qu'on avait représenté tout à l'heure avec les petites boucles supplémentaires, comme ceci. Si BP égale 1, je reste dans le même état. Et maintenant, autre possibilité, je suis à l'état 1, je relâche le bouton poussoir. L'état suivant, dans ce cas-là, c'est celui-ci, on arrive à l'état 2. Et on peut donner les correspondances binaires pour les états. Bien, on est maintenant à l'état 2. À l'état 2, il y a à nouveau deux possibilités. Soit j'y reste, soit je le quitte pour aller vers l'état 3. La condition pour y rester d'abord. La condition pour y rester, c'est d'avoir toujours BP égale 0. On n'appuie pas sur le bouton poussoir, on reste dans cet état-là. Et par conséquent, on reste à l'état 2. Donc au niveau des correspondances binaires, voilà ce qu'on a. Maintenant, autre possibilité, on est à l'état 2. On appuie sur le bouton poussoir et on passe donc à l'état 3. Donc ça, c'est parce qu'on a appuyé sur le bouton poussoir. Donc au niveau des correspondances binaires, ça donne ceci.
Bien, ben, on est passé à l'état 3. Et à l'état 3, ben, soit je reste à l'état 3, soit je repasse à l'état 0. Ce qui fait qu'on va rester à l'état 3, c'est le fait que BP soit égal à 1. On reste appuyé sur le bouton poussoir. Et dans ce cas-là, je reste donc à l'état 3. Donc je reste appuyé sur le bouton poussoir et je reste donc à l'état 3. On peut donner les correspondances binaires à nouveau. 1, 1, 1, 1. Soit je suis à l'état 3 et je relâche le bouton poussoir. Si je relâche le bouton poussoir, je vérifie donc la condition qui permet de passer de l'état 3 à l'état 0. C'est donc le retour à l'état 0. Ça, c'est quand j'ai relâché le bouton poussoir. Au niveau des valeurs binaires, ça donne donc 1. Ouais, je ne peux pas écrire là, et je suis un peu embêté. Bah, c'est pas grave. Par contre, 0, 0 ici. Bien. Maintenant qu'on a élaboré ça, ben on a tous les éléments pour pouvoir déterminer les équations de ce qui est important là-dedans. Et ce qui est important là-dedans, c'est déterminer à la fois les bits EF1, EF0 qu'il va falloir mémoriser parce qu'ils constituent l'état futur. Et il va falloir également être capable de calculer l'état de la sortie en fonction de l'état présent de la machine. Donc on a affaire finalement à ces tableaux de Carnot-là. Donc EF1, je vous rappelle que c'est l'état futur, le bit de poids fort. EF0, c'est l'état futur, bit de poids faible. On a les valeurs qui apparaissent ici, entre parenthèses. Et là, on a les combinaisons d'entrée de notre système. Bien, alors on va remplir les tables correspondantes. Lorsque j'ai 0, 0 pour E1, E0 et 0 pour BP, on se trouve en fait sur la première ligne. J'ai 0, 0 et 0 pour BP1. Qu'est-ce que ça me donne en sortie? Ça me donne 0 pour EF1, 0 pour EF0. Donc 0 ici, 0 ici. Et là maintenant on déroule. Deuxième ligne, lorsque j'ai 0, 0 pour E1, E0 et BP égale 1, je me trouve sur cette cellule-là. Et j'ai donc 0, 1 pour l'état futur. Donc 0, 1 pour l'état futur. À la ligne suivante, on a 0, 1 pour E1, 0. On a 1 pour BP1. Donc on se trouve ici, 0, 1, 1. Et dans ce cas-là, on passe à l'état 1, c'est-à-dire 0, 1 en binaire. Ce 0, 1, c'est ce qui correspond à ça. On passe à la quatrième ligne. On est à 0, 1 pour l'état présent et BP égale 0. Donc 0, 1 pour l'état présent, BP égale 0, c'est ici. Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit de passer à l'état 2, c'est-à-dire 1, 0 en binaire. Donc 1, 0. Je poursuis. Lorsque je suis à l'état 2, que le bouton poussoir n'est pas appuyé, j'ai donc 1, 0, 0. Donc 1, 0, 0, on est ici. Et dans ce cas-là, on est ici et on reste à l'état 2. Je vais peut-être signaler les lignes au fur et à mesure que je les traite. Donc là, voilà. On est en train de traiter, excusez-moi, la cinquième ligne. Donc la cinquième ligne, c'est celle-ci. Voilà, je traite ça. Donc 1, 0, 0, ça donne 1, 0. 1, 0, 0, ça donne 1, 0. Allez, la ligne suivante. On a 1, 0, 1, et ça donne 1, 1. Donc 1, 0, 1,
ça donne 1, 1. Enfin, les deux dernières lignes, je suis à l'état 3, c'est-à-dire 1, 1 pour E1, E0, avec BP1 égale 1, et je reste à l'état 3 dans ce cas-là. Donc lorsque j'ai 1, 1, 1, j'ai donc 1, 1 pour EF1, EF0. Et enfin, pour le dernier, je suis à l'état 3, c'est-à-dire 1, 1, avec le bouton poussoir relâché, 1, 1, 0, et je passe à l'état 0, 0. Et je passe à l'état 0, 0. Voilà, donc là, on a déterminé les tableaux de Carnot qui vont nous permettre de simplifier les équations. Alors, au niveau des équations, pour en finir, eh bien, on va opérer les simplifications sur le premier tableau. Le 1 qui se trouve là, on ne peut pas le simplifier. En revanche, on va pouvoir regrouper ces deux-là et on va pouvoir regrouper ces deux-là. Donc la théorie des tableaux de Carnot, que l'on a déjà vu par le passé, me permet d'écrire que EF1 est égal. Alors pour l'élément qui est tout seul en vert, j'ai du E1 bar E0 BP bar. Ensuite, en rouge, j'ai l'élément E0 qui se simplifie. Il me reste du E1 BP. Là, je vous invite à revoir la vidéo sur les tableaux de Carnot, si vous ne comprenez pas ça. Et enfin, le dernier élément, c'est BP qui se simplifie parce qu'il prend 0 et 1 comme valeur. Et on a du E1, E0 bar. Si on considère maintenant le deuxième tableau. Alors le deuxième tableau, c'est très simple. Finalement, on peut regrouper tout ça. Et ce qu'on voit, finalement, c'est que EF0, c'est BP. Enfin, on s'intéresse à la sortie. Alors la sortie, en fonction de E1, E0, puisque E1, E0, c'est l'état actuel de la machine. Bien, je vous rappelle que ça correspond donc au niveau, on va juste visualiser l'état de la machine. Vous allez voir, ça va être plus clair. Quand je suis à 0, 0, ça correspond à l'état 0 de la machine. Quand je suis à 0, 1, c'est l'état 1 de la machine. Quand je suis à 1, 0, c'est l'état 2 de la machine. Et quand je suis à 1, 1, c'est l'état 3 de la machine. Alors pour ce qui concernait la lampe maintenant. Ce qu'on a vu, c'est qu'à l'état 0, la lampe est éteinte. Donc 0. À l'état 1, la lampe est allumée. À l'état 2, la lampe est allumée. À l'état 3, la lampe est éteinte. Là, on reconnaît un OU exclusif. Et donc finalement, L, c'est donc égal à E1 OU exclusif E0. Alors si on ne veut pas utiliser l'OU exclusif, ça revient finalement à écrire L égale E1 E0 bar ou E1 bar E0. Alors s'il y a une chose à retenir de tout ce qu'on a vu ici, c'est peut-être pas tant les simplifications que l'on vient d'opérer avec les tableaux de Carnot, mais c'est ce qu'on a vu au niveau de la description de la machine ici, à partir de ce système qui nous permet de voir le passage d'un état à un autre, ce logigramme-là, et également la table d'état qui montre bien quelle est l'évolution finalement de l'état en fonction de l'évolution des entrées de la machine. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les machines à état. On pourra voir en exercice d'autres cas de machines à état un peu plus sophistiqués. Mais en tout cas, celle-ci, elle a un avantage,
c'est qu'elle permet de gérer un télérupteur qui fonctionne, parce que souvent en programmation, quand on veut faire le télérupteur, on a tendance à faire du bricolage et on arrive souvent à quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc là, par une approche rigoureuse, eh bien, on a vu comment on pouvait faire fonctionner ce système numérique de façon synchrone. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une autre vidéo.